Bonjour, je suis aujourd'hui avec Maître Martial Poirier, qui est avocate d'immigration, spécialisée en immigration et en Floride depuis 1995. Vous avez gradué en Floride en 1995, donc un petit peu d'expérience quand même, ça fait quelques années, et énormément de dossiers d'immigration. Vous savez combien vous avez fait de dossiers d'immigration? Non. Donc je vais vous poser une première question qui est d'expliquer un petit peu la différence entre les différents visas E2, EB5 pour les visas d'investisseurs, pour les gens qui veulent venir. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir aux États-Unis s'installer depuis les pays francophones, d'Afrique, d'Europe, du Canada. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences entre le visa E2 et le visa EB5? Oui. Dans un premier temps, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, avec Gwendal. Merci pour l'opportunité de faire cette vidéo. Le visa E2, c'est un visa investisseur non immigrant. C'est une catégorie non immigrante, ce n'est pas une carte verte. Une différence importante, c'est que le EB5 n'est pas un visa, c'est une catégorie de carte verte et qui est une résidence permanente. C'est la différence principale pour moi, c'est que le carte verte EB5, c'est un investissement passif qui peut être fait dans un projet où vous n'avez pas besoin de travailler, de créer de l'emploi ou de le gérer quand vous faites un EB5 indirect. Le visa investisseur, c'est un visa dont vous êtes obligé de travailler, obligé de gérer le business, d'investir de l'argent avec des employés américains, d'avoir un lieu commercial. Et c'est un visa pour les Canadiens de 5 ans et pour les Français de 4 ans. Alors, le visa E2, c'est un visa qui est renouvelable tous les 5 ans ou 4 ans, illimité, mais qui ne vous amène pas à la carte verte par le biais de ce visa E2. Alors, le visa E2 peut être fait ou en création à zéro ou un rachat d'une société existante. L'important, c'est que les business soient rentables, en mesure de vous faire vivre avec le business et avec des employés américains ou carte verte. Tandis que le EB5, c'est une carte verte basée sur un minimum d'investissement de 800 000 $. Il y a une différence sur le montant aussi. Dépendamment des zones. Il y a 3 zones de EB5, rurale, urbaine et normale. Alors, rurale et urbaine, c'est 800 000 $ et la zone en dehors de rurale et urbaine, c'est 1 50 000 $. Alors, si vous faites vous-même le EB5, vous commencez d'abord par un visa investisseur parce que vous devez créer un business ou racheter un business et créer 10 emplois permanents pour le EB5 si vous faites un EB5 direct. Alors, le EB5 peut être indirect ou direct. Indirect, c'est l'investissement passif, tandis que le direct, c'est vous-même qui allez acheter, par exemple, une franchise de Burger King pour 1 50 000 ou 1 500 000 et vous créez 10 emplois. Ça sera un EB5 direct. Mais d'abord, vous passez par le E2 parce qu'il y a quand même un délai d'attente d'environ 1 an à 2 ans au minimum pour avoir un EB5 d'approuvé. Alors, si vous faites un EB5 direct, il faut d'abord passer par le visa investisseur. Alors, est-ce que c'est assez facile justement de trouver des projets sur lesquels investir, des projets déjà existants? Bon, alors, ils sont tous listés. Il y a les projets de EB5 indirects qui sont listés. Il y a des sites que vous pouvez trouver tous les projets existants. Bien sûr, il y en a des meilleurs que d'autres. Il faut quand même analyser les projets pour voir s'ils sont forts, s'ils vont créer les emplois nécessaires, les risques d'investissement. Mais oui, c'est assez facile à trouver. C'est sur le site de l'immigration, vous avez normalement les projets. Alors, il y a une question qui revient assez souvent sur les E2, justement, c'est le montant minimum. Alors, il évolue avec les années. J'imagine le EB5 a évolué parce qu'il était à 500 000 aussi. Il est passé à 500 000 minimum, il est passé à 800 000 minimum. C'est certainement lié à l'inflation aussi, à une mise à jour. Quel est le montant minimum? Est-ce qu'il y a un montant minimum pour les visas E2? Alors, c'est une question qui m'est posée presque toujours en conférence. Alors, il n'y a pas de minimum pour les visas E2. C'est le montant nécessaire pour ouvrir le business. Alors, la première chose, c'est déterminer le type de business que vous allez faire, combien avez-vous besoin d'investir pour que le business soit rentable avec des employés américains. Alors, oui, si vous me dites que vous avez besoin d'un téléphone et d'un ordinateur, ça ne fonctionne pas parce que là, il y a zéro investissement autre que peut-être un ordinateur. Il faut quand même, pour moi, qu'il y ait un montant que vous mettez dans les plus bas que j'ai fait, c'est dans les 70 000 $ dans les visas investisseurs. En bas de ça, c'est mon niveau de confort qui n'est pas très bon, mais vous pouvez aller, j'en ai fait une fois dans ma carrière à 35 000 $. Alors tout ça pour vous dire que ce n'est pas le montant d'investissement qui contrôle, mais bien la rentabilité et la création d'emplois. C'est ce qui va contrôler. Vous pouvez avoir un investissement à 3 millions de $ qui ne qualifie pas.
parce que le business n'a pas rapporté d'argent, est en perte ou n'a pas d'emploi. Par exemple, beaucoup de gens essaient d'investir dans l'immobilier. L'immobilier est souvent considéré un investissement passif et non actif. Alors, il faut que l'investissement requiert un management quotidien, que ce soit une gestion quotidienne des employés ou des sous-traitants, des employés que vous payez à contrat ou à la commission. Il y a une part de risque, ça fait partie justement de ces visas. On investit aux États-Unis at risk. Comment est-ce que les investisseurs sur le E2 ou le EB5 peuvent maîtriser le mieux possible ces risques-là? Est-ce qu'ils sont importants? Bon, alors c'est sûr que le E2, si vous tablez sur un investissement de 70 à 100 000 le risque est beaucoup moins important que 800 000 Mais le E2, la loi du E2 fait que l'investissement doit être à risque. Si vous mettez des millions de dollars sur votre compte en banque, vous n'aurez pas de visa parce qu'il n'y a pas d'élément de risque. L'immigration américaine veut que vous créez de l'emploi, que vous ouvriez un business ou que vous rachetiez un business, que vous apportiez quelque chose à l'économie américaine. Alors, comment gérer le risque? Il faut regarder si c'est un business existant. Il faut regarder les chiffres actuels, voir si les chiffres sont bons, voir si les employés sont bien payés. Si c'est une création, normalement, il faut conseiller le restant sur ce qu'on connaît, ce que nous connaissons. Par exemple, un restaurateur qui a ouvert plusieurs restaurants ou qui a été restaurateur toute sa vie sait très bien qu'il va louer un local, il va acheter des chaises, des tables, il va avoir un concept que lui va analyser. Je conseille toujours aux clients de faire une étude de marché et de commencer petit. Et de commencer petit, graduellement grandir leur projet. J'ai un client ici à Miami Beach qui avait commencé avec un tout petit restaurant à l'intérieur d'un jardin. Aujourd'hui, il a 350 employés. Mais quand il a commencé, il avait peut-être 4-5 employés. Alors, premièrement, c'est de chercher quelque chose dans son domaine d'expertise. Alors, le restaurateur qui ouvre un salon de coiffure, c'est pas une bonne idée. Alors, qu'on reste dans son domaine d'expertise, qu'on analyse bien le marché et que vous dépensiez vraiment le montant minimum nécessaire pour l'ouverture des portes et de garder le reste en trésorerie. Vous n'êtes pas obligé de dépenser 70 000 mais peut-être 35 000 le reste reste en trésorerie et aller petit à petit. C'est comme n'importe quel investissement. Quand vous achetez une maison, il y a un élément de risque ou n'importe quel investissement, vous avez un élément de risque. Alors, c'est de calculer le risque. Mon travail, c'est aussi d'analyser les différents business que les gens veulent acheter et de leur dire oui, non, il y a un problème peut-être avec ce que vous allez acheter ou vous voulez investir. Ayant habité ici depuis 1986, je crois que je connais bien la Floride. Alors, je peux les aider un petit peu à leur dire attention, c'est peut-être pas une bonne région. Et le EB5, oui, c'est risqué. Et non, parce que les projets, ils ont quand même souvent des façons de montrer aux investisseurs par A plus B que ce sont des bons projets, qu'ils sont propriétaires du terrain, par exemple. C'est comme n'importe quel investissement immobilier. C'est une analyse à faire. Alors, le risque, un facteur de risque, oui, mais calculé. En novembre 2023, la durée des visas E2 est passée de 24 mois à 60 mois. C'est bien ça? Oui. Alors, d'abord, avant, ça c'est pour les Français. Pour les Canadiens... Est-ce que ça a changé beaucoup de choses pour les Français? Ben, ils étaient moins intéressés à investir pour une période de 24, de 25 mois que pour 60 mois. Alors, c'était 60 mois, ça a passé à 25 mois et maintenant, c'est à 48 mois depuis novembre dernier. Et c'est sûr que le temps de devenir profitable pour une création est court sur 25 mois. Alors, quand ils ont remis à 48 mois, ça leur donne plus de temps d'arriver à gérer un business et de devenir profitable. On sent qu'il y a beaucoup d'arrivées de Français depuis un an. Est-ce que c'est lié? Est-ce que vous sentez déjà la pression due à ce changement de durée des visas? Je ne sens pas qu'il y a une grande différence de notre côté. On a plus de visa E2. On en avait quand même beaucoup avec les 25 mois. Alors, effectivement, pendant les consultations, certains clients me disent que la situation politique fait qu'ils veulent plus partir de France, mais pas que la situation politique, aussi les guerres qui se produisent avec l'Ukraine, avec ce qui se passe en Israël. Je pense que c'est un tout. Que les gens commencent à réfléchir à partir, même dans d'autres pays de l'Europe. Et peut-être un peu fiscal aussi, j'imagine. Ça, ils ne m'en parlent pas autant que l'instabilité des guerres et de tout ça. On a beaucoup de Canadiens aussi. On sent la pression. J'ai fait une enquête au mois de juin où j'ai appelé des dizaines de professionnels.
Tout le monde sent la pression ici, à la fois des Français et des Canadiens qui arrivent aux États-Unis. Je n'ai pas été le seul d'ailleurs, il y a eu d'autres articles dans la presse canadienne qui mentionnaient l'arrivée des Canadiens. Il y a un nouveau facteur dont la presse canadienne n'a pas encore parlé, sont les conséquences de la taxation sur la surtaxation sur les gains du capital au Canada. Donc ça a été mis en place, je crois, en avril au Canada. Et on entend déjà beaucoup de Canadiens. Alors, je ne sais pas si on peut parler, peut-être pas en milliers, mais on entend quand même beaucoup de gens qui ont du capital au Canada et qui n'ont pas envie de rester et qui viennent ici. C'est un constat objectif. Apparemment, il y a beaucoup de gens arrivés et je crois que vous sentez ça aussi. Alors, moi, je peux vous dire que pendant les conférences que j'ai faites après le passage de cette loi pour l'augmentation du gain la taxation sur le gain de capital, j'étais en conférence à Calgary, à Edmonton, du côté ouest du Canada, et les gens qui sont venus en conférence, les gens qui étaient dans la conférence nous ont dit, nous sommes là parce que le gain du capital, la taxation va trop être élevée. Alors, de notre côté, on a vu quand même beaucoup de demandes, surtout dans les cartes vertes EB5. Je crois qu'aujourd'hui, le Canada est, si je ne me trompe pas, le 3e pays dans lequel le plus de EB5, après la Chine et l'Inde, sont les Canadiens qui font le plus de EB5. Alors, de notre côté, nous avons vu beaucoup plus de demandes de cartes vertes EB5 depuis les changements avec les taxations au Canada. De mon côté, hein, c'est ma vision des choses. Merci Maître Poirier pour ces réponses sur des questions sur les visas. Vous avez un mot de conclusion? Oui. Alors c'était court. Merci pour l'opportunité de parler avec vos lecteurs, avec les gens qui s'abonnent au journal. Et si vous avez des questions complémentaires sur le EB5, sur les visas investisseurs ou que des questions sur l'immigration en général, n'hésitez pas. Nous sommes là, notre cabinet est ici à Miami Beach et nous sommes toujours ravis de vous voir en personne, en conférence ou au téléphone. Alors, merci à tous.